Le 10 novembre 1975, le plus grand navire jamais coulé sur les grands lacs sombres sous la surface, à 15 milles nautiques au nord-ouest de la baie Whitefish, sur le lac supérieur, emportant avec lui chacun de ses 29 membres d'équipage. L'enquête qui s'ensuit laisse plus de questions que de réponses. Une chose est certaine, il n'y a pas une seule théorie sur laquelle tout le monde s'accorde. Ainsi, vous devriez lire les commentaires de cette vidéo pour trouver plus d'informations et décider par vous-même quelle est l'explication la plus plausible. En novembre 2023, j'ai publié une vidéo sur l'Edmund Fitzgerald que j'ai depuis retirée. Je me suis concentré sur l'enquête officielle et vous avez rapidement fait remarquer qu'il y avait bien plus que cela. Merci, j'apprécie vos remarques. J'ai commis quelques erreurs et j'ai donc pris cela comme un défi personnel pour m'améliorer. Il est impossible d'être absolument certain de la cause de cet accident. Mais dans cette vidéo, vous découvrirez quels sont les facteurs contributifs possibles, ainsi que certains des points forts et des faiblesses de ces théories. Je vous encourage à nouveau à partager votre point de vue dans les commentaires. Notre histoire commence avec Ernest McSauley, qui était né au Canada. À l'âge de 11 ans, il a déménagé aux États-Unis avec son père et sa belle-mère. Il a passé son adolescence à observer les navires transportant des marchandises sur le fleuve Saint-Laurent, des Grands Lacs jusqu'à Montréal et Québec. Dès son plus jeune âge, il a décidé de rejoindre leur rang et à 23 ans, il a commencé sa carrière sur l'eau. Les Grands Lacs sont d'immenses lacs intérieurs. Ils constituent le plus grand système d'eau douce au monde, contenant 80% de l'eau douce des États-Unis et 20% de l'eau douce mondiale. Chaque année, 122 millions de tonnes de marchandises sont transportées à travers les Grands Lacs. Ce sont les artères qui maintiennent l'industrie lourde à flot, mais ces lacs sont plus dangereux que la plupart des gens ne le pensent. On estime qu'ils abritent environ 6000 épaves et les tombes de près de 30 000 marins. Avec ses 222 mètres de long, l'Edmund Fitzgerald est conçu pour mesurer 30 cm de moins que la limite maximale autorisée sur les Grands Lacs. La construction commence le 9 août 1957 et diffère du processus de fabrication habituel de l'époque. Traditionnellement, la construction débute par la pose de la quille, puis le navire est construit à partir de ce point. Mais la coque de l'Edmund Fitzgerald est construite par sections, qui sont ensuite assemblées. C'est l'une des premières fois que ce style d'assemblage est utilisé, et il deviendra par la suite la norme de l'industrie. Le 7 juin 1958, l'Edmund Fitzgerald est lancé. Au moment de son lancement, c'est le plus grand navire des Grands Lacs. Il pèse 13 632 tonnes et peut transporter bien plus de 25 000 tonnes. Il a un équipage de 29 personnes et est propulsé par d'énormes turbines à vapeur qui le font avancer à 14 nœuds. Il porte le nom du président-directeur général de la Northwestern Mutual Life Insurance Company, Edmund Fitzgerald, qui a financé le navire d'une valeur de 8 400 000 $. Lors de la cérémonie de baptême, Elizabeth Fitzgerald, l'épouse d'Edmund, tente de briser la bouteille de champagne sur la coque du Fitzgerald. Il lui faut 3 essais. Ces dernières années, la bouteille de champagne traditionnelle utilisée pour le baptême a été affinée afin de la rendre plus facile à briser et d'éviter l'embarras et la superstition liées à un échec. Comme pour renforcer la superstition, il faut ensuite plus d'une demi-heure pour libérer les cordes. Et le navire glisse dans l'eau à un angle dangereux, envoyant une énorme vague s'écraser sur la berge opposée, trempant les personnes qui assistent au lancement. Dans la foule de près de 15 000 spectateurs, un homme de 58 ans aurait fait une crise cardiaque et serait mort sur place. La superstition voit dans cette série d'événements un signe de malchance pour le navire. Néanmoins, le bateau est équipé et entre en service. La puissante machine à vapeur à bord, en fait l'un des cargos les plus rapides de l'époque. Sa timonerie dispose des équipements de navigation et de cartographie les plus avancés de son époque, ainsi que d'un matériel radio et de communication de pointe. Les aménagements intérieurs sont luxueux pour un cargo. 2 cabines d'invités, un salon pour les invités, un bureau et des appartements confortables pour le capitaine, une buanderie, un pont de loisirs, et les cabines de l'équipage sont plus grandes que les normes de l'industrie. Ils disposent également d'une cuisine avec toutes les commodités pour fournir des repas aux 2 salles à manger à bord. Une salle à manger de luxe pour les officiers et pour recevoir les invités de la société, et une autre pour l'équipage. Le navire est loué par la Oglebay Norton Mineral Company dans le cadre d'un contrat de 25 ans.
Le 22 septembre 1958, l'Edmund Fitzgerald effectue son voyage inaugural, quittant son lieu de naissance sur la rivière Rouge à Détroit, Michigan, et navigue jusqu'à Silver Bay, Minnesota, pour récupérer une cargaison de taconite, un minerai de fer. Dès son premier voyage, il bat un record de tonnage sur les Grands Lacs, le premier d'une longue série que le navire établira. Pendant plus de 10 ans, il reste le plus grand navire des Grands Lacs, transportant des cargaisons que l'on pensait auparavant impossibles. Les spectateurs se réunissent pour voir le navire passer les écluses et chenaux. Surnommé le navire chantant, car son capitaine Peter Pulser diffusait de la musique au mégaphone pour motiver l'équipage. Il est aussi connu pour utiliser un mégaphone et informer les spectateurs sur le navire lors de leur passage sur les quais. Des nouvelles techniques de construction au fait d'être le plus grand navire jamais construit, en passant par le rejet des superstitions qui ont marqué son lancement, le transport de cargaisons plus importantes que tout autre navire et un capitaine haut en couleur, Edmund Fitzgerald s'est forgé une réputation et une légende que l'on pourrait comparer à SpaceX aujourd'hui. En 1971, 13 ans après son voyage inaugural, il est réaménagé pour passer du charbon au mazout, ce qui augmente sa vitesse et son endurance. En 1972, Ernest McSauley prend le commandement de l'Edmund Fitzgerald. McSauley a déjà eu 9 navires sous son commandement. Lorsqu'il n'est pas à la barre de l'Edmund Fitzgerald, il vit avec sa femme Nellie à Ottawa Hills, une banlieue verdoyante de l'Ohio, à 2 pas du lac Erie, où lui et Nellie ont élevé les 3 enfants de Nellie issus d'un précédent mariage. Durant l'hiver 1973-1974, le Fitzgerald est sorti de l'eau pour l'entretien annuel. L'ancien membre d'équipage du Fitzgerald, George Berner, se trouve un jour au chantier naval lorsqu'il surprend une conversation entre un ouvrier du chantier et un employé de la société Ogilvy Mineral, propriétaire du Fitzgerald. Dans une déposition faite plus tard dans sa vie, George Berner affirme que la conversation portait sur des fissures dans les soudures maintenant la quille en place, et que la quille était desserrée. Les gardes-côtes sont au courant des fissures dans les soudures et ont approuvé des réparations mineures. George Berner évoque aussi une autre conversation qu'il a entendue entre McSauley et l'équipage du Fitzgerald. Les membres d'équipage dégagèrent de la boue du fond du Fitzgerald lorsqu'ils ont remarqué que la quille était de nouveau desserrée et ils l'ont signalé à McSauley. La réponse de McSauley, selon George Berner, a été de dire « Tout ce que cette saloperie a à faire, c'est de tenir encore 1 an. Après ça, je me fiche de ce qui lui arrive. » McSauley prévoit de prendre sa retraite après la saison, donc le problème passerait au nouveau capitaine. Je vais appeler cela la première théorie du naufrage de l'Edmund Fitzgerald. Un cargo mal entretenu est une catastrophe annoncée. Si la quille avait été desserrée et qu'il y avait des problèmes structurels, alors il est possible qu'une tempête violente ait pu aggraver ses points faibles, provoquant la rupture et le naufrage du Fitzgerald. Le navire jumeau du Fitzgerald, l'Arthur Homer, sera plus tard mis hors service définitivement en 1980 pour une défaillance structurelle, ce qui pourrait indiquer un problème similaire. Mais maintenant, nous sommes en 1975 et l'Edmund Fitzgerald est à son apogée. Toujours dans son contrat initial de 25 ans et même pas encore à 1/3 de sa durée de service prévue. Le 9 novembre 1975 à 08h30, l'Edmund Fitzgerald est amarré au quai du chemin de fer Burlington Northern. Il commence à charger plus de 26 000 tonnes de taconite pour un voyage de Superior, Wisconsin, à travers le lac Supérieur et vers le sud jusqu'à Zug Island, sur la rivière Détroit. Le processus de chargement est long, comme toujours. Vers la fin de la saison, le Fitzgerald essaie de livrer autant de cargaisons que possible, avant que le temps hivernal ne s'installe. Le contremaître de chargement et le chef de pont travaillent en tandem pour assurer la bonne répartition du minerai dans toute la coque massive du navire. Trop de poids d'un côté ou de l'autre risquerait de faire chavirer le navire. Trop de poids le long de la ligne centrale, et le navire pourrait racler le fond en sortant du port, ou pire encore, casser sa coque, ce qui a déjà détruit plusieurs navires avant lui. Ceci pourrait être appelé la deuxième théorie du naufrage de l'Edmund Fitzgerald. Si le navire atteint les limites de sa capacité de chargement, cela réduit son franc-bord. Le franc-bord correspond au volume de capacité restante. Un navire a besoin d'un franc-bord minimum, sinon il coulerait. Tous les navires ont un franc-bord spécifique qu'ils ne doivent pas dépasser. Si le Fitzgerald est en surcharge, son franc-bord diminue, ce qui pourrait être sans conséquence par temps normal. Le service météorologique national suit une grande tempête de novembre, mais prévoit qu'elle passera au sud du lac Supérieur. À 14h15, 6 heures plus tard, l'équipage ramène les amarres,
et l'Edmund Fitzgerald quitte le lac supérieur en direction de Détroit avec 26 116 tonnes de boulettes de taconite. Après le chargement, l'équipage du Fitzgerald ferme les écoutilles, scellant les cales à cargaison. Certains panneaux d'écoutille ont connu de meilleurs jours, mais dans l'ensemble, ils sont en bon état de fonctionnement. Alors qu'ils dépassent la jetée, Janice Armaguste et ses 2 enfants se tiennent sur la rive. Les enfants espèrent apercevoir leur père, Michael Armaguste, le 3e officier. Il n'est pas sur le pont. Janice crie à un matelot pour demander où est Mike, et il répond que Mike est sous le pont. Janice et les enfants saluent le navire de la main au navire et regardent alors qu'il s'éloigne sur le lac supérieur. Le matelot fait le tour et fixe les écoutilles du pont selon les besoins pour le temps calme. La théorie des écoutilles du pont est la 3e sur le naufrage de l'Edmund Fitzgerald. Comme toutes les théories sur le naufrage de l'Edmund Fitzgerald, celle des écoutilles du pont suscite de nombreux débats. Sur de nombreuses photos de l'Edmund Fitzgerald, tous les verrous des écoutilles ne sont pas verrouillés. Cela a amené certains à penser qu'il est courant de ne pas verrouiller tous les verrous pendant la navigation. D'une part, toutes les photographies ne sont pas prises lorsque le navire est en navigation. Alors, comment saurions-nous s'il est courant de laisser les verrous ouverts lorsque le navire est en route ? D'autre part, les capitaines d'autres navires ont utilisé les mêmes types de panneaux de cale et de verrous sans qu'ils ne cèdent, car le poids du panneau lui-même suffit en réalité à sceller la cale, même si quelques verrous ne sont pas sécurisés. Il est aussi possible que les propriétaires du navire aient intérêt à rejeter la faute sur les membres de l'équipage afin d'obtenir le paiement de l'assurance. Il y a 2 questions principales. Tous les verrous d'écoutille étaient-ils bien sécurisés ? Sinon, cela aurait-il suffi à laisser entrer assez d'eau pour couler le navire ? À bord de l'Edmund Fitzgerald, tout se passe bien alors qu'il navigue en fin d'après-midi. De façon inattendue, le baromètre chute rapidement et il devient évident que la tempête va frapper le lac supérieur. À 16h13, un autre cargo, l'Arthur M. Anderson, quitte Two Harbor, dans le Minnesota, juste devant l'Edmund Fitzgerald, et suit une trajectoire parallèle. Au moment de sa construction, l'Anderson, légèrement plus ancien, est plus court que le Fitzgerald. Après rénovation, il devient un peu plus long que le Fitzgerald, mais reste bien plus lent. L'Edmund Fitzgerald rattrape rapidement l'avance que l'Anderson avait. À minuit, les 2 navires sont à portée l'un de l'autre et commencent à communiquer. Les 2 navires sont équipés de matériel d'observation et de transmission météorologique utilisé par le Service météorologique national. Les 2 capitaines décident de longer la côte canadienne pour s'abriter de la tempête. En suivant la tempête, ils réalisent qu'elle les atteindra avant qu'ils n'atteignent la baie de Whitefish. Étant le navire le plus rapide, l'Edmund Fitzgerald dépasse l'Anderson, mais les 2 navires restent à portée radio et radar, et ils communiquent donc régulièrement au sujet de la météo qui se dégrade. Le vent s'est levé à 40 nœuds, et les vagues atteignent facilement 3 à 4 mètres de hauteur. Le capitaine de l'Anderson, Bernie Cooper, contacte le Fitzgerald et partage sa prévision que, lorsque la tempête progressera, le vent changera probablement de 180 degrés. À l'aube, les navires approchent des îles hors de la baie de Whitefish. À 14h, les navires ont traversé l'œil de la tempête et, comme prévu, le vent passe du sud au nord, soufflant à une forte vitesse de 42 nœuds. La neige commence à tomber abondamment sur le lac. L'Anderson perd de vue le Fitzgerald. Alors que les conditions empirent, ils ne peuvent se voir que sur le radar. C'est à ce moment-là que l'histoire commence à prendre des chemins divergents. Ces scénarios peuvent être envisagés isolément ou combinés les uns aux autres. Tout le monde connaît cette histoire et a un avis, et chacun est valable. Ma meilleure hypothèse est que la cause exacte du naufrage n'est pas unique, mais résulte d'une combinaison de facteurs. Mais quelle combinaison ? À 15h, le capitaine Cooper de l'Anderson dirige le navire plus à l'est pour éviter le haut fond de Seabrass. Le capitaine Max Orley sur le Fitzgerald ne suit pas l'Anderson vers des eaux plus profondes. En temps normal, le haut fond de Seabrass est à environ 11 mètres de profondeur. Le tirant d'eau chargé de l'Anderson est d'environ 8 mètres. Le tirant d'eau d'un navire correspond à la profondeur de la quille sous la ligne de flottaison. Le tirant d'eau du Fitzgerald est de 7,60 m sous une charge normale. Il est toujours préférable d'éviter les hauts fonds peu profonds, surtout par mauvais temps. Si le Fitzgerald touche le haut fond, cela pourrait compromettre l'intégrité du navire. Combiné à une lourde cargaison et au mauvais temps, le navire pourrait potentiellement se briser.
À 15h30, le capitaine McSorley du Fitzgerald contacte l'Anderson par radio et dit qu'ils ont perdu une rambarde sur le pont ainsi que quelques couvercles d'aération. Ils prennent l'eau. Cela me semble être la 4e théorie pour expliquer le naufrage de l'Edmund Fitzgerald. McSorley dit qu'il réduit la vitesse pour que l'Anderson puisse le rattraper. Le capitaine Cooper acquiesce, demande si les pompes fonctionnent, et le capitaine McSorley confirme que les deux fonctionnent. L'Anderson était maintenant à 17 milles nautiques, derrière le Fitzgerald. Les deux navires sont à 4 ou 5 heures de la sécurité de la baie de Whitefish. Entre 15h30 et 16h20, le capitaine Cooper surveille son radar tandis que le Fitzgerald s'avance davantage vers le haut fond des Seabrass, puis le traverse directement. Le haut fond des Seabrass est connu des capitaines locaux, mais ses profondeurs sont peu documentées sur la carte. En fait, il existe des divergences entre les cartes canadiennes et américaines à cette époque. Il est possible que le Fitzgerald racle sa coque sur le haut fond et que dans la tempête, une vague frappe le navire au même moment, masquant ainsi le contact avec le haut fond. Ceci est la 5e théorie sur le naufrage de l'Edmund Fitzgerald. À 16h20, moins d'une heure après leur dernier contact, l'Anderson reçoit un autre appel du Fitzgerald. Le capitaine McSorley dit que ses deux radars ne fonctionnent pas et qu'il navigue à l'aveugle. Il demande au capitaine Cooper s'il peut l'aider à naviguer en utilisant le radar de l'Anderson. Le capitaine McSorley ne dit pas à l'Anderson qu'ils se sont échoués ou ont raclé le banc et poursuit la navigation vers des eaux plus profondes après l'avoir franchi. Lors de l'enquête après le naufrage du Fitzgerald, de nombreux ingénieurs et experts sont interrogés. Tous les témoins experts étaient d'accord pour dire que le Fitzgerald aurait coulé rapidement s'il avait touché le banc. Aucun des experts de l'époque ne pensait que le navire aurait pu continuer à naviguer aussi loin qu'il l'a fait. J'ai déjà navigué sur un bateau au-dessus de bancs de sable et nous avons touché légèrement le fond. Je sais que c'est à une autre échelle, mais quand nous avons touché, j'ai senti la secousse et une nette perte de vitesse au moment de l'impact. Je pense qu'un capitaine expérimenté comme McSorley le remarquerait aussi et signalerait s'il avait touché le banc. Il existe plusieurs forums qui font référence à des plongeurs ayant trouvé de la peinture rouge sur le banc, mais j'ai eu beau chercher une citation originale, je n'ai trouvé que des commentaires dans des forums et aucun article original à ce sujet. J'ai en revanche trouvé des articles sur la recherche officielle des bancs qui n'ont trouvé aucune preuve d'un échouement sur le banc. À 16h30, il commence à faire sombre et, avec la neige, la visibilité est quasiment nulle. Les vents soufflent à 58 nœuds du nord. À 17h, le capitaine Cooper de l'Anderson annonce par radio qu'ils sont à 15 miles nautiques derrière l'Edmund Fitzgerald. Il leur a fallu 1h30 pour réduire l'écart de 2000 nautiques. Ils continuent pour d'aider à la navigation en utilisant leur radar alors qu'ils réduisent lentement la distance. À 17h20, le capitaine McSorley contacte la station des gardes-côtes à Grand Marais, Michigan. Il essaie de se repérer grâce à la balise de Whitefish Point, mais il ne capte pas le signal. Sans son radar et avec une visibilité aussi faible, c'est l'un de ses seuls moyens de navigation. Un pilote breveté des Grands Lacs est à bord du navire suédois Havafor, en direction du nord depuis Whitefish Point. Il répond au Fitzgerald pour dire que le phare de Whitefish Point fonctionne, mais que la balise radio ne marche pas. Le Fitzgerald navigue avec très peu d'informations. Le canal radio reste ouvert un instant, et le pilote à bord de l'Haverforce entend le capitaine du Fitzgerald dire à l'équipage « N'autorisez personne sur le pont ». Suit une conversation peu claire sur une bouche d'aération. Le capitaine du Fitzgerald dit alors à l'Haverforce que le Fitzgerald a une forte gîte, a perdu ses deux radars et prend de grosses vagues sur le pont, dans l'une des pires mers qu'il ait jamais rencontrées. La gîte confirme que le Fitzgerald a déjà embarqué de l'eau. La quille pourrait s'être détachée et des soudures défectueuses laissaient entrer de l'eau sous la ligne de flottaison. Les panneaux de pont sont peut-être mal fermés, laissant l'eau s'infiltrer dans les cales, qui pourraient m'en contenir une charge supérieure à la limite de sécurité pour ces conditions. Le capot d'aération endommagé aurait pu laisser entrer suffisamment d'eau pour faire gîter le navire, ou peut-être que le Fitzgerald s'est échoué et a déchiré sa coque, permettant à l'eau de s'infiltrer. Nous abordons maintenant la 6e théorie sur le naufrage de l'Edmund Fitzgerald. La mer se creuse, avec des vagues de 7,50 m s'écrasant sur les ponts de l'Anderson et du Fitzgerald.
Un phénomène connu sous le nom des Trois Sœurs est signalé près des emplacements de l'Edmund Fitzgerald et de l'Arthur Anderson. Une série d'au moins 2, peut-être 3 vagues scélérates, plus grandes que la normale, frappe les 2 navires. Le capitaine Cooper de l'Anderson enregistre 2 vagues d'environ 9 à 11 mètres vers 19 heures. Il note dans le journal de bord de son navire que l'action des vagues a endommagé l'équipement du pont de son navire. Il est possible que la première vague inonde le pont du Fitzgerald avec une grande quantité d'eau. Si elle n'est pas complètement évacuée avant que la deuxième vague ne frappe, cela pourrait enfoncer la proue sous l'eau. Ou il est très possible que le Fitzgerald reste haut sur l'eau, chevauche 1 ou 2 vagues et se plie au milieu, fendant le navire en 2 et provoquant son naufrage rapide. À 19h, le Fitzgerald n'est plus qu'à environ 1 heure de la sécurité de la baie de Whitefish. Le second de l'Anderson appelle le capitaine McSauley pour l'informer que le Fitzgerald est à environ 10 milles nautiques de vent et à environ 15 milles nautiques de la baie de Whitefish. 10 minutes plus tard, à 19h20, l'Anderson détecte un contact sur son radar plus au sud. Il appelle McSauley et dit qu'il y a une cible à 9 miles de vent. Une cible sur le radar est un autre navire. McSauley demande s'il va passer sans encombre, ce à quoi le second répond « Oui, il va passer à l'ouest de vous ». Le Fitzgerald répond simplement « Eh bien, très bien ». Le second demande « Comment gérez-vous vos problèmes ?» McSauley répond « On tient le coup ». Il y a 2 zones de vent fort au-dessus du lac supérieur, avec des vitesses dépassant 43 et 40 nœuds. La partie sud-est du lac, où se trouve le Fitzgerald, subit les vents les plus forts. Les vagues atteignent près de 6 mètres de haut, avec des vents dépassant 80 km à l'heure. L'Edmund Fitzgerald se trouve à la limite et de la zone de vent fort. Le capitaine Cooper, à bord de l'Anderson, enregistre des vents du nord-ouest soufflant à 90 km à l'heure, avec des rafales atteignant 138 km à l'heure. Les conditions sont très tresses. Puis la neige se calme et la visibilité s'améliore considérablement. L'équipage de l'Anderson cherche les lumières du Fitzgerald, mais ne les voit pas. Le capitaine Cooper craint que le Fitzgerald ait perdu toute puissance et dit à son équipage de chercher une silhouette. À 19h20, seulement 10 minutes après leur dernier appel radio, le radar de l'Anderson détecte 3 cibles, mais pas l'Edmund Fitzgerald. Le capitaine Cooper appelle le Fitzgerald à la radio sans obtenir de réponse. Il appelle de nouveau. Peu après, il appelle la station des gardes-côtes pour signaler qu'il a perdu le contact radio avec le Fitzgerald. 1 heure plus tard, à 20h32, Cooper appelle de nouveau les gardes-côtes en disant qu'il est très inquiet pour la sécurité du Fitzgerald. À 21h, presque 2 heures après leur dernier contact, l'Anderson déclare officiellement le Fitzgerald disparu. Les gardes-côtes lancent une opération de recherche et contactent le centre de coordination des secours de Cleveland, Ohio, qui envoie un avion de sauvetage depuis Traverse City. Ensuite, ils demandent aux navires sur zone de rechercher le Fitzgerald. Plus d'un navire se voit demander de changer de cap ou de faire demi-tour pour rechercher la dernière position connue du Fitzgerald, mais ils refusent en raison du risque pour leur navire et leur équipage, qui reste leur priorité absolue. Les gardes-côtes n'envoient pas tout de suite un bateau de secours à cause des vents violents et de la mer agitée. Ils demandent au capitaine Cooper de l'Anderson de faire demi-tour et de mener une recherche. Le capitaine Cooper hésite. Il craint que le Fitzgerald ait été perdu dans la tempête à laquelle son équipage vient tout juste de survivre. Après avoir été convaincu, il accepte à contre-cœur et fait demi-tour avec l'Anderson pour retourner dans la tempête à la recherche du Fitzgerald. La nuit laisse place au jour. À 8 heures le lendemain matin, l'Anderson aperçoit un morceau de canot de sauvetage, puis un autre. Les avions et navires de secours participent aux recherches sur une large zone, mais aucun des 29 membres d'équipage n'est retrouvé, vivant ou mort. Ils trouvent dans des morceaux de gilets de sauvetage, des rames, un canot de sauvetage, des bouteilles d'air et une touline, mais aucun effet personnel et aucun corps. Les dommages subis par les canots de sauvetage indiquent qu'ils ont été arrachés du navire. Ils n'ont pas été mis à l'eau. Quelques jours plus tard, le 14 novembre, un sonar à balayage latéral identifie 2 grands objets au fond du lac supérieur. Ils le scannent plusieurs fois, mais ne peuvent pas déterminer s'il s'agit du Fitzgerald. Les recherches sont abandonnées. En mai de l'année suivante, la marine déploie son ROV sous-marin Curve 3, équipé d'une caméra sous-marine. Ils obtiennent une confirmation visuelle que l'épave est bien celle de l'Edmund Fitzgerald.
Reposant au fond à 160 mètres de profondeur, elle est brisée en 2 sections, avec un immense champ de débris étalé entre les 2 parties. Ils ne trouvent aucun corps. D'après l'inspection du Curve 3, le Bureau national de la sécurité des transports signale des dommages et des éléments manquants sur différents panneaux d'écoutille, y compris des signes de fracture dus à une pression externe. Cela suggère que l'action des vagues aurait pu enfoncer une écoutille. Ce n'est qu'en 1994 que le corps d'un membre d'équipage a été découvert près de la proue du navire. Malheureusement, le corps n'a pas pu être identifié. Après un accident comme celui-ci, chaque groupe de personnes aimerait rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. L'assurance souhaite attribuer la faute au propriétaire du navire pour diminuer le montant à verser. Les propriétaires du navire veulent éviter d'être tenus responsables d'un mauvais entretien ou d'avoir approuvé la surcharge pour que l'assurance paye tout. Les familles des marins refusent que leurs proches soient eux tenus responsables pour ne pas avoir fermé les panneaux de pont. Et les gardes-côtes ne veulent pas être critiqués pour ne pas avoir envoyé de navire immédiatement pour les recherches ou pour avoir peut-être manqué l'occasion d'exiger des soudures plus approfondies lors des inspections de maintenance. Mais une chose est certaine, la météo a joué le rôle le plus important. Si vous retirez la météo de l'équation, il est peu probable que le Fitzgerald aurait coulé lors de ce voyage. Mais la mer agitée et les grosses vagues ont uni leurs forces à un ou plusieurs facteurs contributifs. En 2005, la loi sur le patrimoine de l'Ontario a désigné le site comme lieu de sépulture, interdisant toute plongée ou collecte d'informations sur l'épave. On a découvert plus tard que le haut fond Six Fathoms était en réalité 1 mille plus au nord que sur les cartes américaines de l'époque. L'Arthur M. Sanderson est toujours en service aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui est responsable ? Une lourde cargaison, une faiblesse structurelle, des capots d'aération ou des panneaux de pont qui ont laissé entrer l'eau, un échouement sur un haut fond non cartographié ou le navire se brisant sur les vagues ? Dites-le moi dans les commentaires.